Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire du décryptage de l'actualité, le club de la presse. Pendant 52 minutes, nous allons analyser, débattre et confronter les points de vue sur des sujets majeurs qui factionnent l'actualité nationale et sous-régionale. Ce soir, 3 grands dossiers sont à l'ordre du jour. Sur le plan politique, la récente sortie de Charles Blé Goudet et Pascal Affi-N'Guessan relance le débat. Assistons-nous à une tentative de rassemblement de la gauche ivoirienne ou s'agit-il d'initiatives isolées à portée symbolique? Sur le plan environnemental et urbain, le remblayage de la lagune Ébrié continue de susciter polémiques, inquiétudes et interrogations. Quel est réellement le problème? Qui est responsable? Et quels sont les risques? Enfin, sur le plan géopolitique, le Niger accuse ouvertement la Côte d'Ivoire, le Bénin et la France de manœuvres hostiles. Le général Abdourahmane Tiani avance de graves accusations. Quelles preuves, quelle lecture faire de cette situation tendue? Pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir 4 journalistes chevronnés. Victor Junior Djokoui, vous êtes spécialiste des questions économiques et journaliste. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci infiniment. Sylvain Guédé-Debaï, vous êtes éditorialiste émérite, connu du monde des médias ivoiriens et bien au-delà. Bonsoir. Bonsoir Ahmed. Merci d'avoir répondu à notre bonsoir à tous ceux qui nous suivent depuis Gouro-Minankoro. D'accord, c'est pas Galébré aujourd'hui, c'est Gouro-Minankoro. D'accord. Sangari Yakuba, vous êtes le rédacteur en chef adjoint du quotidien Le Patriote. Bonsoir. Bonsoir Ahmed. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Plaisir de partager. Lansine Bakayoko, vous êtes journaliste à la rédaction de RTI 1, chef du service économie. Bonsoir Lansine Bakayoko. Bonsoir Ahmed Séduit. Comment allez-vous? Bien. D'accord, merci messieurs d'avoir répondu à notre invitation. Mais avant d'entrer dans le vif du débat, on marque une brève pause. Nous ouvrons à présent le débat par la politique. Ces derniers jours, Charles Blé Goudet et Pascal Affi-N'Guessan ont pris la parole, appelant à l'unité, au dialogue et à une dynamique nouvelle au sein de la gauche ivoirienne. Simple coïncidence, calcul politique ou véritable volonté de fédération? On en discute juste après ce sujet développé par Davis Oyon. La gauche ivoirienne en action. Après la rencontre des membres du comité central du PPACI, le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COJEP, a animé une conférence publique le mercredi 28 janvier dernier. Entouré par ses militants et sympathisants, Charles Blé Goudet appelle à l'engagement urgent en faveur des réformes politiques et institutionnelles. L'ancien leader des jeunes patriotes dénonce le faible taux de participation électorale et la composition de la commission électorale indépendante actuelle. Comme mesure, il propose entre autres la réforme de la CEI, la limite du nombre de mandats, la suppression des institutions telles que le Sénat, la vice-présidence, l'autorité de la bonne gouvernance. Blé Goudet a encore réaffirmé sa volonté d'être président de la République du Côte d'Ivoire avant d'affirmer encore une fois qu'il est un pur produit de Laurent Gbagbo. Ce samedi 31 janvier 2026, Affi-N'Guessan, un autre cadre de la gauche, s'est également prononcé sur la situation politique ivoirienne. Le président dépeint une situation politique peu reluisante et appelle l'opposition, la gauche notamment, à jouer pleinement son rôle dans la promotion de la démocratie. Merci infiniment à Davis Oyo qui a planté le décor. Messieurs, Victor Junior Djokoui, est-ce que pour vous, on peut parler d'un début de rassemblement de la gauche autour de Blé Goudet et de Pascal Affi-N'Guessan, selon leur discours tenus ces derniers jours? Bon, merci beaucoup. Je voudrais d'entrée de jeu dire que, en tenant compte du débâcle, de la débâcle de l'opposition au cours de ces 2 élections présidentielles et législatives, oui, la question de l'union ou de l'unité de la gauche se pose avec acuité. La question aujourd'hui, c'est qui lead cette gauche-là? Bon, de mon point de vue, je ne pense pas que Charles Blé Goudet puisse leader la gauche démocratique. Pourquoi? Bon, parce qu'il n'en est pas digne et il n'en a pas la capacité. Je vous ramène un peu dans l'histoire. Quand le président Alassane Ouattara est arrivé en Côte d'Ivoire,
il avait un créneau qui était qu'il était arrivé, il était le défenseur des parents du Nord. Et les parents ont écouté et ont accepté le discours parce qu'à cette époque-là, ce discours-là était audible, c'était acceptable. Quand le président Laurent Gbagbo est arrivé, il a défendu la démocratie. Nous étions sous Houphouët-Boigny, sous un joug dictatorial. À cette époque, Houphouët-Boigny, tout feu, tout flamme. Et son discours, le discours du président Laurent Gbagbo était également audible. Et les Ivoiriens ont suivi ces leaders-là en fonction de leur positionnement politique. Aujourd'hui, où nous parlons de la gauche démocratique, dites-moi quel est le discours que défend Charles Blé Goudé. Dites-moi quel est le discours que défend le président Affi N'Guessan. Dès lors que tu défends les Ivoiriens, dès lors que les Ivoiriens que tu défends trouvent leur intérêt dans ton discours, de toute évidence, ils vont te suivre. Et en ce moment, tu seras le leader sans forcément faire des appels de grue, de demander, etc., etc. Vous comprenez? Quel est le discours que défendent ces leaders-là avant même de parler de l'unité de la gauche démocratique? Je veux dire, le président Laurent Gbagbo, le président Alassane Ouattara, ils ont fait le combat qui était le leur. Ce combat-là, on ne va plus leur demander de redescendre dans la rue, de faire ce qu'ils ont fait il y a 30 ans en arrière. Ce sont ces jeunes-là qui devaient prendre le combat à bras-le-corps et le faire. Ils ne le font pas. Tu regardes la position du président Charles Blé Goudé, on ne sait pas réellement qu'est-ce qu'il fait. Dans quel camp politique il est? Est-ce qu'il est social-démocrate? Est-ce qu'il est à gauche? Est-ce qu'il est à droite? Personne ne sait. Dans ces conditions, tu es sûr que tu vas trouver en face de toi la réprobation de la population. Lansine Bakayoko, est-ce que vous partagez l'avis de Victor Junior Djokoyi quand il annonce en substance que les discours de ces deux présidents de partis sont creux? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord? Bon, d'abord, avant de prendre la parole, je voudrais d'abord faire une petite précision. Allez-y. Quand le président Alassane Ouattara venait en Côte d'Ivoire, je n'ai pas entendu dire qu'il est venu pour défendre le nord de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est d'un. En revanche, quand le président Laurent Gbagbo est venu, je ne l'ai pas entendu dire qu'il défend ses parents de l'Ouest, mais tout compte fait, aux élections législatives de 1990, sur 13 députés qu'il avait obtenus dans cette législature, 12 étaient issus de sa sphère sociologique. Et un dernier, Ayakase Atobrou. Donc, c'est dire que le clanisme, le vernis démocratique qu'on veut donner au président Laurent Gbagbo, je pense qu'il faut pouvoir réfléchir par deux fois. Quand j'ai fini de faire cette précision, maintenant sur la question de la gauche ivoirienne, à mon avis, c'est un abus de langage de dire qu'il y a une gauche ivoirienne. Au fond, il n'y a pas de gauche. Il y a un parti. Les valeurs de gauche, c'est quoi? C'est la laïcité, c'est l'humanisme, c'est l'ouverture, c'est l'équité sociale, c'est l'égalité distributive, c'est la justice. Voici les valeurs de gauche. Mais honnêtement, dites-moi, laquelle de ces valeurs est pratiquée par ce qu'on appelle la gauche en Côte d'Ivoire? En réalité, au lieu de parler de gauche, on devait parler de camp Gbagbo. Parce que le camp Gbagbo, si vous remarquez bien, qui n'a rien à voir avec la gauche, cultive surtout des valeurs d'extrême droite, c'est-à-dire l'exclusion, la violence, la xénophobie, la haine, le manque de solidarité. Tout ça, c'est Gbagbo. Et la marche contre la démocratie. Oui, mais là, je crois que voilà les valeurs, avec Blé Goudé et voilà les valeurs qui sont défendues par le camp Gbagbo aujourd'hui. Moi, je ne m'hasarderai pas à parler de gauche. Maintenant, en fait, qu'est-ce que vous pensez du discours de Charles Blé Goudé de Affi N'Guessan? Je pense qu'il peut avoir une gauche parce que je peux accorder le crédit à Blé Goudé de n'avoir pas été le leader qui a cultivé les valeurs d'extrême droite que je viens de décrire. Même s'il y a participé, je considère qu'il faisait partie d'un système et donc il a ruisselé comme de l'eau sur une pente. Et Blé Goudé aujourd'hui, pour moi, il incarne, si vous voulez, une sorte de... Il peut incarner, j'allais dire, une sorte de renouveau de la gauche. Pascal Affi N'Guessan, lui, il est complètement inhibé par le gbagboïsme. Donc, je ne pense pas aujourd'hui que lui soit en capacité de rassembler cette gauche. Et pour moi, Blé Goudé devrait prendre le leadership de cette gauche-là. Sylvain Guédé-Debailly,
votre avis sur la question. Est-ce que ces deux leaders, pour vous, pourraient conduire l'opposition? Oui, mais bien avant de répondre à cette question, il faut préciser ici sur le plateau que quand un sujet est posé, il faut vraiment que nous puissions avoir des angles d'analyse assez objectifs et ne pas vouloir attaquer personnellement les leaders politiques que nous avons sur le marché. Quand quelqu'un se dit ou alors affirme qu'il est de gauche, quel élément avons-nous pour lui dénier son positionnement? Ils disent qu'ils sont le débat. La xénophobie, elle n'est pas toujours là où on la croit être. Le tribalisme non plus. Donc, quand mon cher Lansine Bakayoko parle, on dirait qu'il parle d'une autre Côte d'Ivoire où nous ne vivons pas aussi. Les questions de xénophobie, elles existent toujours, hein, et pourtant ceux qui, comme lui, les dénonçaient, sont au pouvoir. Donc faisons attention au discours que nous portons, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent. Cela dit, moi je pense que, quelque part, après tout ce qui s'est passé, c'est vrai que la gauche doit s'unir, mais il y a cette formule de Simone Veil Gbagbo que moi j'ai bien aimée, et qui dit que, en substance, hein, que à défaut de parler d'une même voix, on peut parler de la même voix. Hein. C'est-à-dire, aujourd'hui, la gauche, ce n'est pas le leader qu'on recherche, mais en tirant les leçons de tout ce qui a bien pu se passer jusque-là, il faut aujourd'hui reconstruire cette gauche-là. Mais la reconstruire, c'est quoi? C'est un nouveau discours, c'est un contenu, c'est un programme qu'il faut développer. Et c'est ce que j'ai apprécié chez Blé Goudé la fois dernière, parce que cette fois-ci, on connaît le résultat qui a été le sien dans les élections passées, mais il ne démord pas. Il pense qu'une autre Côte d'Ivoire est possible, et c'est d'ailleurs le thème qu'il a développé. Et donc aujourd'hui, il se projette dans l'avenir. Je crois que les futures échéances présidentielles, c'est dans 5 ans. Et donc, il fait bien d'exposer aujourd'hui où il va, d'exposer un canevas dans lequel il va marcher. Sa vision. Donc là, c'est ce qu'on demande aux hommes politiques. Jusque-là, très souvent, les gens qui viennent sur le marché politique, on dit qu'est-ce qu'ils proposent aux Ivoiriens. Et Charles Blé Goudé a fait des propositions. Maintenant, on le laisse dérouler. Et puis, bon, je pense que dans tous les cas, ce sont les Ivoiriens qui ont le bulletin. C'est eux qui vont apprécier. Mais encore et encore, la Côte d'Ivoire est un problème de démocratie. Et donc, tous les obstacles qu'on pose à la démocratie, je crois que toute l'opposition dans sa globalité doit lutter pour que ces obstacles soient levés. Je parle de cette tendance à l'hégémonie d'un parti politique. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la démocratie, mais on est dans autre chose aujourd'hui. C'est-à-dire prendre le pouvoir, le conserver à tous les prix. Et ça, je pense que l'opposition a la responsabilité de lutter contre. D'accord. Alors, Sangaré Yacouba, est-ce que vous pensez que ces deux hommes politiques ont un poids électoral assez important pour fédérer au-delà de leurs partis respectifs? Pour l'instant, je pense que j'ai des doutes par rapport à cela. Parce que cet appel-là intervient dans un contexte où le contentieux qui existe justement entre les leaders de la gauche n'a pas du tout été vidé. On sait tous qu'Afin N'Guessan, aujourd'hui en interne, fait face aujourd'hui à une fronde interne. Et on a assisté il y a quelques jours à une vague de démissions au sein de son propre parti qui chaque année se fragilise, s'affaiblit. Quant à Blé Goudé, on sait qu'aujourd'hui qu'il est en rupture totale de banc avec le camp Gbagbo. Est-ce que cette union-là peut être possible si ce contentieux n'est pas vidé? J'en doute fort. Moi, je pense que l'essence, c'est d'abord ça. Parce que ce qui divise la gauche, ce n'est pas une question idéologique, c'est plutôt des problèmes de personnes, des problèmes de ressentiment, des problèmes d'ambition personnelle. Et ces questions ne se règlent pas aussi facilement qu'on le pense, ne se règlent pas au-dessus d'une déclaration, d'un appel à un rassemblement. Donc, le fond, c'est là. La division, elle est profonde. Je pense qu'il faut d'abord vider le contentieux. Moi, je pense que c'est sur ça. Ensuite, quelle est leur capacité? J'en doute fort pour AFI, parce que pour moi, AFI aujourd'hui
a perdu beaucoup de poids sur la scène politique ivoirienne. Je demande encore s'il en a encore en ce moment, parce que le FPI qu'il a aujourd'hui, c'est un FPI, en tout cas, qui est beaucoup rabougri. En plus du départ de Gbagbo, le groupe qui est resté avec lui, je l'ai dit tantôt, il y a une fraction. Blé Goudé, quant à lui, il a une nouvelle image politique à construire. Mais il a le désavantage aujourd'hui de faire face à un rejet total de Gbagbo avec tout ce qui s'est passé. Il est présenté comme le traître, même s'il dit qu'il reste le président Gbagbo reste son père spirituel, mais fondamentalement, il n'est pas accepté par les proches et les partisans de Gbagbo. Et sa sortie l'année dernière n'a fait qu'amplifier ces clivages-là. Pour terminer sur cette question, moi, je pense que l'opposition, avant de parler de rassemblement, pour moi, en parlant de rassemblement, c'est mettre la charrue avant le bœuf. Aujourd'hui, cette opposition a perdu beaucoup de terrain, en tout cas, en termes de maillage, en termes d'assises au plan national. Donc, je pense que ce qu'ils doivent faire, c'est peut-être chercher à travailler d'abord sur le terrain pour pouvoir essayer, s'ils le peuvent encore, reconquérir le terrain qu'ils ont perdu. Et ça, j'en doute fort, parce que la nature aurait du vide, le RHDP, grâce justement à ces cadres sur le terrain, a beaucoup occupé l'espace. Le gros défi, c'est ça maintenant sur le terrain. Un rassemblement d'entités faibles ne peut pas donner un groupe fort. Ça va donner forcément un groupe faible. Un groupe est fort quand c'est un rassemblement d'entités solides et puissantes. Le gros défi, c'est ça. Vider le contentieux interne et puis travailler tranquillement sur le terrain avant de prétendre faire un grand rassemblement de la gauche. Alors, Victor Junior Diokoyi, Laurent Gbagbo sur le départ pour sa retraite politique, Simone Veil Gbagbo quand même un peu fatigué. On a des leaders de l'opposition qui, dans le temps, rassemblaient un maximum de partisans. Aujourd'hui, on a Blé Goudé, on a Afin N'Guessan et pas mal de partis politiques qui forment l'opposition. Est-ce que finalement, on ne devrait pas se dire que l'opposition est en train de s'éteindre et qu'il faille suivre des leaders qui, quand même, prennent le taureau par les cornes pour permettre qu'on ait une opposition qui gagne en popularité et puis également qui gagne des sièges pour exprimer d'une certaine voix leurs préoccupations? Oui, d'accord. Merci. Mais avant de revenir sur ça rapidement, vraiment très rapidement, je voudrais rappeler à mon jeune frère Lassine Bakayoko que c'est pas moi qui l'ai dit. L'imam Idriss Koudous a été clair pour dire que Alassane Ouattara est venu en Côte d'Ivoire pour défendre la population du Nord et les musulmans. Ensuite, il y a eu une charte à cet effet qui, justement, divisait la Côte d'Ivoire en deux. Bon, donc ça, ne revenons pas dessus. L'histoire, elle est encore hyper récente. Pour revenir à notre question. Voilà, pour revenir donc à notre question, je conviens avec vous que le président Laurent Gbagbo va partir, que la présidente Simone Veil Gbagbo, etc., est légèrement fatiguée, pour utiliser votre expression. Mais on ne fabrique pas... Par procuration, on ne devient pas leader. Le leader, c'est le terrain. C'est le leader qui se fabrique. Moi, vous ne pourrez pas me dire qui a fabriqué Alassane Ouattara. Vous ne pourrez pas me dire ça. Vous ne pourrez pas me dire qui a fabriqué Laurent Gbagbo. Ils se sont fabriqués. Pourquoi? Parce qu'ils étaient porteurs d'un espoir. Ils étaient porteurs d'un discours. Un discours qui convainc, qui rassemble. Un discours qui attire. Je vous repose la même question de ma première intervention. Quel est le discours de Charles Blé Goudé? Quel est le discours de Afin N'Guessan qui peut dire aux Ivoiriens, bon, écoutez, on a suivi Laurent Gbagbo, il est au seuil de son combat. Nous, aujourd'hui, il nous faut choisir un autre leader dans lequel on se reconnaît. D'aucuns pourraient vous répondre que parce qu'Afin N'Guessan et Charles Blé Goudé ont milité avec Laurent Gbagbo, oui, qu'ils pourraient porter cette vision de Laurent Gbagbo. Oui, mais alors, donc, qu'est-ce qu'ils ont tiré de l'âge qu'ils avaient de leur leader? Qu'est-ce qu'ils en ont tiré? Aujourd'hui, tu les sens pour aller dans le même sens que mon jeune frère. Ils vont dans tous les sens. C'est pas ça qu'il faut. Quel est, je ne sais pas comment dire ça, mais... Le contenu politique. Quel est le contenu politique qu'ils ont? De mon point de vue, il n'y en a pas. De mon point de vue, il n'y en a pas. Or, c'est ce contenu politique-là qui permet aux militants, à la population, de se reconnaître en toi et de te suivre. Justement, ils n'en ont pas. Blé Goudé est à la fois à gauche, il est quelquefois à droite, il attaque de front, c'est son propre père, etc. Il rentre quelquefois dans les méandres
c'est trop compliqué. Tu ne peux pas faire ça et puis être attractif. Pour être attractif, il faut se donner aux Ivoiriens à travers un discours, à travers un contenu que les Ivoiriens vont suivre. Malheureusement, on n'en a pas. C'est pour cette raison que depuis, nous tournons en rond. Parce que Laurent Gbagbo a fait le combat qu'il fallait, il est fatigué. Il faut le laisser partir tranquillement. Et Simone Veil Gbagbo, dont vous parlez, elle a fait ce qu'elle pouvait faire, elle est fatiguée. Aujourd'hui, effectivement, je suis d'accord avec vous. Il nous faut de nouveaux leaders. Mais de nouveaux leaders qui portent la croix, qui vont au charbon. Ils ont tous peur d'aller à prison. Ils disent, ils sont dit, non, c'est pas possible. Le président Laurent Gbagbo, quand il a dit non, c'est non. Et c'est ce qui a fait de lui, et c'est ce qui lui a donné ce nom-là. Alors, Lansine Bakayoko, est-ce que Charles Blé Goudé et Pascal Affi-N'Guessan ont péché d'avoir mis les pieds dans les miasmes morbides de la politique quand ils étaient encore avec Laurent Gbagbo et même après leur séparation, ce qui les illégitime à porter le combat de l'opposition? Non, je ne les jugerai pas sur ce qui s'est passé, mais je pense qu'il y a beaucoup de révisionnisme sur ce plateau. Je n'en dirai pas plus. Mais je pense que sur la question de la gauche, il y a quand même tromperie sur la marchandise. Je vous le dis, dire qu'il y a une gauche en Côte d'Ivoire, c'est tromper les Ivoiriens. Parce qu'il n'y a pas de gauche. Personne ne le vivre ensemble. Qui le cultive? Ça sont des valeurs de gauche. Mais notre gauche ivoirienne cultive le repli, le rejet des autres. Bon, c'est Alassane Ouattara qui avait dit le vivre ensemble. Ça veut dire qu'Alassane Ouattara, il est de gauche. La haine de l'étranger. Donc moi, je pense qu'en réalité, cette gauche-là est en train de chercher un leader parce que la gauche dont elle s'est réclamée n'a pas de contenu, n'a pas de fond. Parce que ce n'est pas basé sur une idéologie. C'était basé sur des ramassis, une phraséologie touffuse. C'est ça qui a été rassemblé pour en faire une idéologie. Parce qu'on a dit on fait du économie sociale des marchés, mais je ne vois pas beaucoup de personnes dans cette gauche-là qui savent réellement ce que ça veut dire. Ce que les gens de gauche savent de la gauche aujourd'hui, c'est rejeter les étrangers, faire de la xénophobie, insulter à tout vent, opérer de la violence. Voilà les valeurs de gauche qui sont pratiquées aujourd'hui. Lansine Bakayoko, le sujet, c'est pas de savoir s'il y a une gauche ou pas. S'il vous plaît, ce que je veux dire, non, le discours que je tiens, il est cohérent. Non. Je vais te dire, apparemment non. Dès le départ déjà, mais on traite de précieuses secondes et minutes à vraiment essayer d'établir s'il y a une gauche ou pas. J'ai dit clairement qu'il n'y a pas de contenu dans cette gauche. Donc il ne peut pas avoir un leader. Parce que pour qu'il y ait un leader de gauche, il faut qu'il y ait une colonne vertébrale, il faut qu'il y ait une ligne directrice qui soit de gauche, qui soit suivie. C'est-à-dire pour vous, il n'en existe pas. Autour de laquelle tout le monde se retrouve. Mais pourtant, vous voyez que c'est un fourre-tout, il n'y a pas de ligne directrice. Pour dire qu'on est de gauche, il faut faire le repli identitaire, c'est tout. Est-ce que ce n'est pas un début, justement, de ces valeurs-là que Charles Blé Goudé... Je pense que c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que Charles Blé Goudé peut être une alternative, peut constituer un élément d'espoir. Parce que les autres, là, je pense que un politique français a dit tous pourris. C'est du tous pourris, ils ne peuvent plus ressusciter cette gauche parce qu'ils l'ont dévoyé. Mais Blé Goudé, vous voyez, depuis qu'il est arrivé, s'est donné une certaine virginité, un peu comme s'il était en situation de rédemption, à trouver une ligne qui soit une ligne humaniste, qui est une valeur de gauche. Vous voyez, Blé Goudé aujourd'hui cultive la paix, il cultive le vivre ensemble, il cultive les valeurs de rassemblement. Voilà pourquoi même il est rejeté. On le rejette parce qu'il rejette la guerre, parce qu'il rejette la belligérance. Voilà pourquoi aujourd'hui il est considéré comme un traître. Quand il est venu, il a dit, moi, il a à la limite demandé pardon, il a dit, les erreurs du passé, je les concède, je ne veux plus les faire. Et dès lors qu'il a dit ça, la gauche s'est jetée sur lui pour dire qu'il ne devrait pas le dire. Il devait venir avec le fer entre les dents pour engager les hostilités. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de gauche en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il y a l'extrême droite en Côte d'Ivoire. Et ça, ce serait plus juste. D'accord. Sylvain Guédé-Debailly, est-ce que pour vous, au-delà de Charles Blé Goudé et Pascal Affi-N'Guessan dont on parle aujourd'hui, quelqu'un pourrait faire le consensus et mener l'opposition? Oui, je pense que l'opposition, dans son émiettement, est en train de faire d'abord son devoir d'inventaire. Je pense que il y a eu une période où c'est allé dans tous les sens. Et aujourd'hui, ils sont en train de mener la réflexion
Et c'est heureux parce qu'il y a des discours qu'on entendait hier qui sémaient les graines de la division. Et ces discours-là sont de plus en plus proscrits. Je suis complètement d'accord avec toi. Quand vous entendez Charles Blé Goudé, je l'ai dit la dernière fois à sa conférence, vous l'avez entendu, il n'a pas du tout attaqué Laurent Gbagbo. Il s'est même proclamé être un fruit de Laurent Gbagbo. Donc déjà, sur cette base-là, je crois qu'on a tiré des leçons. Je vais parler de l'opposition. Voilà. La formule qui m'a échappé tout à l'heure, c'était celle de Simone Gbagbo, c'est-à-dire qu'à défaut de parler d'une seule voix, on peut parler d'une même voix. Et je pense qu'ils en sont conscients. On ne dira pas aux gens qui se sont lancés dans des invectives à un moment donné de s'unir tout de suite. Mais c'est de se rendre compte qu'ils sont allés trop loin et que le moment est venu de repenser cette unité. Mais pour l'instant, chacun peut rester dans sa sphère et chacun étant dans sa sphère, c'est-à-dire dans son petit parti, conjugue pour que cette unité-là revienne. Hein? Et puis bon, chacun, quand ils seront en phase de lancement, ils vont ensemble. Pour les 5 années à venir, en tout cas, je pense que c'est le devoir qui doivent s'imposer pour essayer de sortir d'une politique qu'on a connue jusque-là, qui ne faisait pas avancer. Mais je le dis et je le répète, le principal combat de l'opposition, c'est le combat de la démocratie. C'est-à-dire le vote qui doit consacrer, qui doit diriger la Côte d'Ivoire. Quand des barrières sont posées pour ne pas que la majorité s'exprime, c'est un problème. Quand des barrières sont posées pour ne pas qu'une grande partie du peuple aille au vote, c'est un problème. Et je crois que la Côte d'Ivoire a ce problème-là. Et c'est contre ces problèmes-là que l'opposition doit s'élever. Et ce qu'il y a, on est aujourd'hui, on est heureux, on dit que quand on fait des analyses, oui, le RHDP a tout pris, a tout, contrôle tout, oui. Le RHDP contrôle, mais il faut regarder les chiffres qui sont sortis des différentes élections. Ces chiffres-là parlent d'eux-mêmes. C'est-à-dire que le RHDP contrôle, oui, mais n'a pas la majorité. Voilà, quand vous regardez la présidentielle, Alassane Ouattara a été élu président de la République, mais seulement avec 3 millions de voix sur 8 millions. Quand on prend les législatives, le RHDP a remporté 197 sièges, mais avec 1,1 million. Vous voyez, donc il y a un problème. Et cela m'amène à dire que non, l'opposition n'est pas effacée. Il y a de la place à prendre. Et elle devrait se battre de façon collégiale pour que cette place soit prise. D'accord. Sankara Yacouba, est-ce que, au-delà du désaccord sur le fait que ces deux personnalités politiques peuvent leader plutôt l'opposition, est-ce qu'il n'y a pas la graine qui a été semée pour un début de cette action ? D'accord, avant de répondre à ça, je voulais, si vous le permettez, faire rapidement une précision concernant ce que Sylvain Debaï vient de dire. Rien ne dit que les personnes qui ne sont pas allées voter sont forcément des militants de l'opposition. Non. On sait dans quel contexte les élections se passaient. Donc l'opposition a travaillé. Ils ont eu peur de la violence que l'opposition a orchestré. Donc l'opposition était dans un schéma, on le sait tous, c'était d'empêcher la tenue du scrutin en créant tout ce qu'il y a comme psychose. Et cette psychose a eu un impact d'une certaine façon sur le taux de participation parce qu'il y a des gens qui ne sont pas allés voter. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas allés voter sont forcément pour l'opposition. Il faut éviter cet amalgame-là. Et moi, ils ne sont pas des amalgames. Je m'inscris en faux contre cette assertion. De la même manière, je m'inscris aussi en faux contre l'idée selon laquelle il y aurait eu des barrières. Il n'y a pas eu de barrières. Il n'y a pas eu de barrières. Personne n'a été empêché d'aller voter. Une élection, c'est quand même les règles. Une démocratie, c'est quand même les règles. Vous permettez que je continue. Évidemment, ils ne vont pas voter. Une démocratie, c'est le respect des règles. Je pense que tout le monde reconnaît que ces élections se sont bien passées globalement. Ceux qui voulaient aller aux élections sont allés aux élections. Ceux qui voulaient perturber ont échoué. Maintenant, venons-en à l'opposition. Rapidement. Moi, je pense que le problème, d'abord, ce n'est pas question du leadership.
Aujourd'hui, cette opposition a perdu tout crédit aux yeux de la nation ivoirienne, de la majorité des Ivoiriens. Pourquoi? Parce qu'elle véhicule, et Bakayoko l'a dit, des idées qui sont contraires avec la philosophie de gauche. Elle a cultivé la violence, la haine tribale, la xénophobie. On a vu l'année dernière comment l'atmosphère politique a été polluée par la résurgence de ces discours tribaux haineux, nauséeux, qui ne participent qu'à renforcer le clivage des divisions en Côte d'Ivoire. C'est ça. Or, les populations n'ont pas besoin de ça. Donc, ce que je voulais dire, je dis que cette opposition doit revoir son logiciel. On ne peut pas regarder la Côte d'Ivoire de 2025 avec les lunettes de 2000. Aujourd'hui, on dit, les statistiques montrent que plus de 75% des jeunes en Côte d'Ivoire ont moins de 35 ans. Ce sont des jeunes qui, en 2000 avaient peut-être 10 ou 11 ans, qui n'ont peut-être pas vécu ça. Et aujourd'hui, qui ont les yeux ouverts sur le monde, qui ont d'autres aspirations. Aujourd'hui, les populations veulent le développement des idées qui leur permettent de faire avancer notre clivage. C'est pour ça que les gens n'ont pas répondu à tous leurs appels à la haine. Il faut qu'ils intègrent aujourd'hui qu'ils doivent changer leur logiciel, refaire la politique autrement. Tant qu'ils n'auront pas fait ça, quel que soit le leader qu'ils vont choisir, ils ne pourront jamais prospérer sur la scène parce qu'il y a eu un temps où il y a eu la violence et même maintenant, les populations aspirent à la paix et à la stabilité. Et ça, je pense que c'est un pilier fondamental que l'opposition doit intégrer. Si elle n'a pas intégré, elle fait fausse route. Merci, messieurs, pour ces analyses. En toute première partie, quittons maintenant l'arène politique pour nous intéresser à un sujet qui touche directement à notre cadre de vie, à notre environnement et à l'avenir de nos villes, le remblayage de la lagune Ébrié qui alimente depuis plusieurs semaines une vive controverse entre projets immobiliers, enjeux économiques, projection de l'environnement et respect des normes de l'opinion. L'opinion est divisée. Vos avis sur le sujet, messieurs, après ceci. Depuis quelques semaines, la polémique autour du remblayage de la lagune Ébrié gagne du terrain. Une opération de remblayage intensifiée ces dernières années. Des machines à l'œuvre à Koumassi Soweto, Koumassi derrière le camp commando, Makori Remblai, Omputo et Vridi, de jour comme de nuit. À la place de l'eau sortent de terre, immeubles, magasins et entreprises. Pression foncière et activité économique inquiètent. Conséquence, la lagune recule au bénéfice des remblayeurs illégaux. Ils se frottent les mains dans l'exercice d'une activité formellement interdite par la loi. La loi est d'ailleurs explicite. Je cite, « Nulle opération de remblayage ou d'aménagement des rivages, de la mer et des voies d'eau intérieures ne doit être réalisée à des fins économiques, notamment pour les besoins de construction d'opérations immobilières. » Fin de citation. Mais qui délivre les autorisations et pourquoi rien n'est fait pour mettre fin aux remblayages illégaux? Voilà. Bon. Ça va? Ça va. Merci. Profite, fais mes photos là. Profite. Ok. Ça va? Ça va mieux? Ça va. D'accord. Si on est prêt à poursuivre. Non. Ça va. Davis, on a combien de temps? Ok. 20 minutes, non? 20? Ouais, 20 minutes. Ok. Il reste quoi, 20 minutes? Bon, donc, il faut faire 10. Ça va serrer, hein. C'est un tour de parole. Ouais, Un seul tour de parole, 2 minutes, hein. Sinon, plus l'élément vidéo. Il n'y a pas de problème. On va y aller. Si. C'est bon, on peut descendre maintenant. C'est bon, on peut. Alors, messieurs, on a vu ce reportage de Davis Oyo qui nous a plongé au cœur du remblayage sur la lagune Ébrié, un peu partout dans la capitale économique ivoirienne. Alors, pourquoi le remblayage de la lagune Ébrié aujourd'hui pose autant de problèmes, Victor Junior Djokoui?
Pour préparer cette émission, j'ai dû faire un tour du côté de Koumassi. Et j'avoue que du point de vue de l'environnement, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Pourquoi? Parce que quand tu vas dans ces zones-là, ce qu'on voit, ce que la population vit, etc., c'est insupportable. Mais pour ne pas... Je vais aller directement pour dire que le problème du remblayage de la lagune ébriée est le problème du non-respect des lois en Côte d'Ivoire. Mais depuis les autorités, en fait. C'est-à-dire que dès lors que les autorités elles-mêmes ne respectent pas les lois au sommet de l'État, évidemment, la personne qui est ivoirien lambda pense qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Je vais vous dire, la suspension du remblayage de la lagune ébriée date de la décision date de 2022, mais le code a été créé en 2017. De 2017 à 2025 ou 26 maintenant, ça fait 8 ans, 8 années. En 8 années, le gouvernement n'a pas été capable de stopper ce remblayage. Il y a un problème. Pourquoi? Simplement parce que quand j'ai essayé d'interroger quelques personnes, en réalité, ces personnes qui sont en train de faire du remblayage illégal ont comment on peut dire ça, ont des personnes qui les défendent au sommet de l'État. Et dans ces conditions, ils pensent qu'ils sont intouchables, qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ce n'est pas possible. La brigade qui avait été instaurée, son travail sur le terrain n'est pas visible. Et donc, chacun fait ce qu'il veut. Et c'est le problème de la Côte d'Ivoire. Lansine Bakayoko, qu'est-ce que vous pensez-vous de ce problème qui défraie la chronique aujourd'hui sur les réseaux sociaux et que les activistes même s'engagent à éclairer avec des enquêtes un peu partout sur les bords de la lagune ébriée? D'abord, je voudrais me désolidariser du discours selon lequel ceux qui font cette attaque au niveau écologique sont les membres du gouvernement. Ça, que Diokoyi vient de dire, moi, je n'en ai aucune preuve, donc je voudrais me désolidariser d'une telle déclaration. Bon, je n'ai pas accusé le gouvernement de façon frontale. Tu dis que ceux qui le font ont des relais, ont des parrains au sommet de l'État, notamment. Bon, ce n'est pas le gouvernement forcément. Notamment au sein de l'élite dirigeante. Bon, pas forcément le gouvernement. Moi, je ne peux pas participer. Non, pas forcément, ne me prête pas de mots, pas forcément le gouvernement. Je ne participerai pas à ce genre de discours. Maintenant, je pense que le remblayage... Vous avez bien compris. Le remblayage, c'est vrai, dans le contexte actuel, peut poser un problème écologique. Mais il ne faut pas croire que le mot remblayage est forcément à connotation négative. Parce que si vous allez, par exemple, en zone portuaire, il y a eu du remblayage parce qu'on voulait faire l'extension du port d'Abidjan. On avait deux options, faire du remblayage ou aller sur l'île Boulay pour aller faire l'extension du port d'Abidjan. Je ne pense pas que faire l'extension du port d'Abidjan soit une mauvaise chose. C'est fait pour renforcer les capacités, améliorer le volume des transactions qui peuvent s'opérer sur la plateforme portuaire. Donc je ne pense pas que ça ce soit mauvais. Et quand je prends également au niveau de Koumassi-Remblai et Marcory-Remblai, aujourd'hui c'est un quartier dont raffolent les populations abidjanaises. Mais il faut rappeler que c'est une zone qui a été remblayée, d'où son nom, Koumassi et Marcory-Remblai. Donc a priori, le remblayage n'est pas une mauvaise chose. Moi, ce que je peux demander simplement, c'est de demander aux autorités d'avoir un meilleur contrôle sur les actions qui peuvent être posées. Parce que moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que c'est quelque chose qui est organisé par le gouvernement. Parce que le sous-entendu, il est clair. On veut nous faire présenter un gouvernement de cupides, un gouvernement prêt à brader les richesses de la Côte d'Ivoire pour des intérêts personnels. Je crois que le sous-entendu, il est évident. Mais je pense que c'est une question peut-être de mauvaise maîtrise des aires à remblayer. Et c'est ça, c'est ici que se trouve l'enjeu. Parce que je pense que le gouvernement a créé une brigade de lutte contre le remblayage illicite. C'est une volonté politique. Ça veut dire que tout le monde est conscient de la situation et qu'il faut nécessairement organiser ce secteur. Et donc aujourd'hui, le défi pour moi, c'est de permettre à ce que ça se fasse dans les règles de l'art. C'est ça. Après ça, le remblayage lui-même ne peut pas être
considéré comme un acte criminel en soi. Sylvain Guédé-Bailly. Je pense que sur le sujet, il faut peut-être louer la vigilance des activistes des réseaux sociaux, parce que moi, pour la première fois, cette affaire-là, c'est sur les réseaux sociaux que j'ai pu lire quelques notes là-dessus. Parce que par le passé, ce à quoi on assistait sur la lagune, c'était plutôt le pompage, je crois, comment on dit ça, du sable de la lagune pour les besoins de... Carriériste. Voilà, pour les besoins de construction et tout ça. Mais ces dernières années, le remblayage est devenu un nouveau phénomène parce qu'il y a une pression foncière. Il y a une pression foncière sur nos berges, sur nos bords lagunaires, parce que ce sont des zones stratégiques. Des entreprises ont envie de s'installer pour avoir plus facilement accès peut-être à la mer et tout, pour le débarquement de leurs produits, etc. Mais je crois qu'il y a des règles que le gouvernement a imposées et que très souvent, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a des sociétés qui font le remblayage et qui vont au-delà de ce qu'impose... Ce que la loi prescrit. Voilà, ces règles prescrites-là. Donc, à un moment donné, je pense qu'il appartiendra aux autorités de venir expliquer aux Ivoiriens les contours de ces choses-là, parce que le commun des mortels a besoin de comprendre surtout pourquoi la lagune, qui est une richesse, peut disparaître. On peut organiser des processus pour la faire disparaître sous nos yeux. Donc, il faut venir expliquer cela aux Ivoiriens, parce que tant qu'on sera dans le flou, les accusations iront dans tous les sens. Mais tant qu'il n'y aura pas une voix d'autorité qui vient nous dire le bien fondé de telle ou telle action, on sera tous dans le flou, et ce spectacle que nous voyons n'honore pas du tout Abidjan. C'est vrai, c'est la capitale économique, chacun veut avoir de l'espace, mais il faut penser aussi au futur. Voilà. Que serait Abidjan sans sa perle des lagunes? Parce que Abidjan aussi, son identité, c'est cela. Moi, je pense que les autorités écoutent tout ce qui se passe et tout ce qui se dit dans ces jours-là, et bon, peut-être que par redevabilité, elles viendront nous expliquer ce qui se passe. Sangaré Yacouba, quand des activistes brandissent des images et des preuves disant que la lagune est remblayée à plusieurs endroits de façon illégale, est-ce qu'on peut parler d'un défaut de réglementation, de non-respect justement de ces lois? Non, mais c'est difficile de dire, parce que je pense qu'il faut se référer aux autorités, au ministère de tutelle, parce qu'un activiste peut lancer une alerte. Voilà, il peut avoir les informations, comme il ne peut avoir toutes les informations. Donc, pour moi, je pense que c'est trop tôt, à partir d'une alerte, de tirer une conclusion définitive sur la question de savoir si c'est illégal ou pas. Mais là, je suis d'accord avec mes prédécesseurs, mes co-débatteurs, pardon. Il appartient au ministère, je crois que c'est le ministère des Affaires maritimes. Il y a un chevauchement. Non, mais le ministère de la construction a déjà fait un communiqué pour dire qu'eux, ils ne sont pas concernés par ça, et que c'est plutôt le ministère des Affaires maritimes. Le ministère des Affaires maritimes est chargé de la surveillance de la baie lagunaire et des surfaces. Maintenant, le ministère de l'Environnement est chargé de la salubrité et la gestion de ces espaces. Donc il faut que tous ces ministères concernés, là, moi je pense qu'ils s'expriment rapidement pour éviter évidemment tout le flou qu'il y a avec toute cette polémique-là. Ça a eu d'éclairer l'opinion pour dire, surtout que tout est encadré par la loi, par les tests, tout ça. Ça a eu d'éclairer l'opinion pour dire, bon voilà, voici les zones où le remblayage est autorisé, les zones où ce n'est pas autorisé, qu'on les ferme, et ceux qui se rendent coupables de cela, ils violent la loi, ils doivent être poursuivis pour cela. Mais n'est rien dit du tout, ça entretient le flou et ça donne le sentiment, à tort ou à raison, que quelque chose de louche se passe. Et ça, ce n'est pas bon. Et ça, je pense que même s'il y a une brigade, il faut réagir le plus tôt possible. Je pense que le mutisme des autorités concernées, compétentes là, vraiment contribue à amplifier la polémique, la rumeur autour de cette question-là. Les activistes sont dans leur rôle de donner l'alerte. Maintenant, l'alerte, il appartient maintenant aux autorités d'éclairer l'opinion pour que tout le monde soit situé clairement sur cette question. Maintenant, s'il y a des gens qui se rendent coupables de remblayage illégal, il faut qu'ils subissent la rigueur de la loi. Victor Junior Diokoyi, est-ce que finalement, il n'y a pas de risques environnementaux quand on a plusieurs fronts de la lagune ébrayés
qui est en plein remblayage. Oui, énormément. Je voudrais juste vous rappeler que jusqu'à maintenant, c'est près de 2 millions d'hectares, 2 millions de mètres carrés, du moins, qui ont été remblés. Et quand la brigade a fait le premier contrôle avec le BNET d'ailleurs, c'était surtout de 14 unités de production qui étaient sur des sites illégaux. 14. Pourquoi et comment? Des sites remblés, vous voulez dire? Oui, bien sûr, des sites remblés. C'est pas normal, vous comprenez? Donc, il faut faire vite. Il faut faire vite, comme le disait mon jeune frère. Il faut faire très vite parce que déjà, on a un problème de toute la flore, comment je peux dire ça, de la biodiversité lagunaire qui est complètement... Mais allez-y voir ces sites-là, c'est complètement... C'est pas du tout... Pas du tout bon. Et puis ensuite, il y a des populations qui sont dans ces zones-là et ça va augmenter le risque d'inondation. J'en parlais avec quelqu'un et qui m'a dit que les digues qui font que quand il pleut, vraiment l'eau ne tourne plus à la lagune. Mais donc il y a vraiment un risque d'inondation. Et bon, les voies de navigation sont rétrécies. Bon, vraiment il y a trop de problèmes. Il faut véritablement et rapidement régler ce problème. Alors, Lansine Bakayoko, on parle là de développement urbain et puis également de préservation de la lagune. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un ministère, une structure qui délivre des autorisations pour qu'on en arrive à un remblayage légal, etc. Moi, je pense que ce sera là le rôle de l'État de clarifier toutes les positions. Parce qu'on a vu le ministère de la Construction qui s'est complètement désolidarisé de cette affaire. Moi, j'ai trouvé son communiqué extrêmement ambigu parce que je ne comprends pas que sur le territoire urbain de la Côte d'Ivoire, une partie que le ministère de la Construction dise « moi, je ne suis pas au courant de cela ». Ça, je comprends ça difficilement. Donc, pour moi, il faut peut-être gérer cette affaire de façon holistique, de sorte à intégrer, à créer une sorte de comité interministériel qui va intégrer tous ceux qui interviennent dans ce type de processus. Je parle du ministère des Transports, dont l'un des adjuvants est le ministère des Affaires maritimes, il y a le ministère de l'Environnement, peut-être même le ministère du Tourisme. Même aussi le ministère de la Construction, même si... Y compris le ministère de la Construction, que tout cela... Ils ne céderont pas, ils ont été clairs. Hein. Ils ont dit que la gestion du domaine fluvio-lagunaire relève des compétences du ministère des Affaires maritimes. Je pense... Que ce soit de la gestion... Non, mais je pense que c'est une fuite de responsabilité. Tout de même, il y a des constructions sur ces sites. Bien sûr. Non, ce discours-là, il ne peut pas prospérer sans arrêt. C'est une fuite de responsabilité. Si l'activité se passe sur la surface lagunaire, je comprends que ça, ce soit du ressort du ministère de l'Environnement ou du ministère des Affaires maritimes. Mais dès lors qu'on a remblayé, automatiquement, on est en zone continentale. C'est-à-dire qu'on crée une zone continentale qui n'est plus une zone fluviale maritime. Et donc, je ne vois pas comment un ministère de la Construction puisse venir dire aujourd'hui que lui n'est pas informé de ces remblayages. Parce que sur ces remblayages, c'est des édifices qui sont en train d'être construits. Tout à fait. Même s'ils n'étaient pas concernés, ils devraient là s'auto-saisir parce qu'il y a des lotissements d'une certaine manière qui vont s'opérer sur ces sites. Et c'est là que la responsabilité du ministère de la Construction peut être engagée. Je ne dis pas est engagée, mais peut être engagée. Dans tous les cas, il ne devrait pas se dérober, il devrait prendre ça de façon globale. S'il pense que ce n'est pas lui qui est le responsable, mais forcément, c'est les populations qui en pâtissent. Or, eux, gouvernement, leur travail, c'est de faire en sorte que la population ne soit pas en danger. Donc, si ce n'est pas lui, il doit intervenir. Tout le monde travaille ensemble pour pouvoir définir une ligne claire, situer la responsabilité, une ligne claire, une ligne directrice bien limpide pour que, finalement, la biodiversité et ces questions écologiques et environnementales soient derrière nous. Sylvain Guidé-Debailly, les autorités communales et étatiques ont-elles failli dans la gestion de ce dossier? Non, moi je ne veux pas dire ça. À ce stade des informations que l'on a. Voilà. Je n'ai aucun élément pour dire qu'elles ont failli, mais ce que nous constatons, c'est que les opérations se passent sous leurs yeux. Et donc, ils ont des pouvoirs desquels ils devraient se servir pour sévir. Mais le constat est qu'ils ne sévissent pas. Et ceux qui remblaient toujours. Vous voyez, bon, peut-être qu'ici, chez nous, les questions écologiques, les questions environnementales, ça ne nous dit peut-être pas grand-chose. Déjà qu'on voyait la lagune polluée de toute
Et de toutes les façons, avec des boîtes de conserve et tout ce qu'on voyait, tout ce spectacle nauséeux qu'on voyait au bord de nos lagunes, aujourd'hui, on a un autre problème qui est celui du remblayage. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je crois qu'il y a urgence. Il y a urgence et je crois que tous ceux qui sont intéressés par cette question, et surtout la société civile ainsi que les riverains, doivent vraiment pousser encore pour que ce phénomène-là puisse s'arrêter. Sinon, ce sera la catastrophe. C'est bien cela. Ouais. Alors, Sangaré Yacouba, pour vous, quelles sont les mesures qu'il faut prendre afin de pouvoir freiner ce phénomène-là ou mieux le contrôler pour qu'il n'y ait pas de problème entre urbanisation et puis gestion de la lagune en Abidjan? Non, d'abord, comme je le disais, il faut que les ministères prennent leurs responsabilités concernant les différents remblayages. Le remblage, on l'a dit, a priori n'est pas mauvais quand c'est bien encadré par la loi. Donc, première chose, je ne dirais pas de suspendre tous les remblayages. Non, ça, c'est pas forcément la solution. Mais c'est de faire une mission de contrôle déjà sur le terrain. Parce que les sites sont connus, les sites ne sont pas sur masse. Les zones ont été énumérées dans le reportage. C'est Moissy, c'est Benjerville, du côté d'Abata, etc. Donc, c'est facile de faire rapidement le tout. Donc, moi, je pense que la première des choses à faire, c'est de faire un contrôle immédiatement. Et sur même des sites qui n'ont pas été énumérés aussi. Énumérés, de faire rapidement, d'abord une cartographie de ces sites-là, forcément, qui sont l'objet de convoitises de ces promoteurs, en même temps aussi des autorités coutumières aussi de ces zones-là, parce que qui cèdent aussi à la part du gain, en essayant de faire des transactions au mépris des tests et des lois. Donc, première chose, une cartographie de ces sites-là. Ensuite, une mission de contrôle urgent sur le terrain pour identifier effectivement ces sites où le remblayage a cours en ce moment. Est-ce que c'est légal, c'est pas illégal? Si c'est illégal, arrêtez ça systématiquement. Et puis prendre en compte les implications environnementales. Ils l'ont dit, il peut y avoir des inondations et ça aussi, il ne faut pas attendre que laisser faire puis qu'il y ait après des dégâts quand il y aura la saison des pluies. Donc, l'urgence, c'est d'agir maintenant. Il ne faut pas perdre de temps. Donc, heureusement que le nouveau gouvernement a été déjà mis en place. Je pense que ça doit être un dossier prioritaire des ministres concernés, affaires maritimes, environnement, construction. Il faut que tous se saisissent automatiquement du dossier pour que cela soit traité avec diligence, pour qu'on puisse arrêter ça, pour qu'il n'y ait pas beaucoup de dégâts. C'est cela. Il y a Conseil des ministres dans seulement 2-3 jours, donc on pourra certainement avoir des nouvelles de ce dossier. On prend la direction à présent du Niger, où la junte accuse la France, le Bénin et la Côte d'Ivoire après l'attaque de l'aéroport de Niamey dans la nuit du mardi à mercredi dernier. David Soyo nous plante le décor, puis on en parle juste après. Dans la nuit du mercredi 28 au jeudi 29 janvier 2026, l'aéroport international de Niamey a été le théâtre d'attaque d'un groupe armé. Aidée par ses partenaires russes, l'armée nigérienne a repoussé les assaillants. Bilan, 20 morts et plusieurs assaillants arrêtés. Le chef de la junte nigérienne, le général Abdourahmane Tiani, a remercié ses forces armées et Moscou pour l'aide militaire face à l'attaque. Aux sponsors de ces mercenaires. Il a surtout accusé les présidents français, béninois et ivoiriens d'avoir orchestré l'attaque contre son pays. Quelques heures après ces accusations, l'assaut a été revendiqué par l'organisation État islamique selon le groupe SITE, spécialisé dans la recherche antiterroriste. En Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien a convoqué ce vendredi 30 janvier 2026 l'ambassadeur de la République du Niger au cabinet du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le gouvernement a exprimé sa vive indignation face à ces accusations et les condamne avec la grande fermeté avant de remettre une note de protestation formelle à l'ambassadeur du Niger en Côte d'Ivoire pour transmission à ses hautes autorités. Quelles sont les preuves détenues par le général Tiani qui accuse les chefs d'État ivoiriens, français et béninois? Alors, messieurs, on a tous entendu, il a frontalement accusé 3 présidents, le président français, le président ivoirien et puis le président béninois. Dites-nous sur quoi se fonde Abdourahmane Tiani pour proférer de telles accusations, Victor Diokoye. Merci beaucoup. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je voudrais féliciter la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, qui vient d'être installée et qui, rapidement, dans le cadre de cette affaire-là, a convoqué l'ambassadeur du Niger en Côte d'Ivoire pour l'entendre. Vous savez, moi, j'ai quelques difficultés avec
les pays les pays voisins du Nord. Pour la simple raison que j'estime qu'un chef d'État doit avoir un peu de retenue. Quand il parle, il doit parler avec diplomatie, il doit choisir les mots. Mais celui du Burkina, celui du Niger, j'ai comme l'impression qu'ils ne s'exercent pas à comprendre ce que c'est que la diplomatie. Et ça, c'est véritablement une difficulté particulière. Il accuse la Côte d'Ivoire sans aucune preuve. Vous savez pourquoi? Parce que quand il y a eu l'attaque la nuit, le lendemain matin, il est parti sur le site. Et étant sur le site, il accuse, mais directement, énormément, le président de la République de Côte d'Ivoire. Ça ne se fait pas, chers collègues, chers confrères, ça ne se fait pas. Quelques minutes après, il revendique cette attaque. Il ne revient plus pour s'excuser et pour dire, bon, moi je pensais que c'était la Côte d'Ivoire, la France et le Burkina, mais comme l'État islamique vient de revendiquer l'appel, je prends des excuses. Ce n'est pas normal, ce n'est pas juste, ça ne se fait pas. Vous comprenez? Il faut que nos chefs d'État du Nord, là, je ne sais pas, je vais utiliser des mots trop justes, donc il faut qu'ils arrêtent ça, parce que ce n'est pas un bon exercice. D'accord. Lansine Bakayoko, est-ce que vous pensez que ces accusations s'inscrivent dans une stratégie de légitimation interne du pouvoir en place au Niger? Vous savez, c'est une stratégie qui est bien connue en sciences politiques. On se crée un adversaire parce qu'on a été en incapacité de créer des conditions de règlement des choses pour lesquelles on n'a plus le pouvoir par la force. Ces gens sont venus, ils ont dit nous allons créer la sécurité, nous allons donner le développement. Bon, maintenant, plusieurs années après, ils n'arrivent pas à donner même le 10e de ce qu'ils ont promis. Et donc, ils cherchent des fausses pistes qu'ils offrent à leur population pour leur dire voilà pourquoi nous sommes en train d'échouer. Donc, c'est une stratégie qui est usitée partout. Maintenant, je pense que Abdraman Tiani, Diokoyi l'a dit, et ses camarades des jeunes, ils flottent dans la fonction. Ils flottent dans la fonction parce qu'ils n'ont pas le profil de l'emploi. C'est des gens qui ont usurpé. Ils sont venus par la force, par accident. Et donc, forcément, l'impréparation fait qu'aujourd'hui, ils s'expriment n'importe comment, ils disent n'importe quoi, ils se basent sur rien. Je ne crois pas qu'à ce niveau de responsabilité, parce que de toute façon, ce sont des chefs d'État de fait, à ces responsabilités, on peut s'exprimer de cette manière comme on s'exprimait à la rue. Mais je veux dire, Abdraman Tiani est devenu, il est paranoïaque, sans borne. Et aujourd'hui, il a même peur de son nombre, clairement. Au nom de quoi un chef d'État qui est venu par les armes peut-il accuser des chefs d'État qui ont été élus démocratiquement avec l'ensemble populaire, et notamment Emmanuel Macron, le président Alassane Ouattara qui vient d'être élu à près de 90% des Ivoiriens, au nom de quoi un chef d'État, un soldat félon à la tête qui s'est imposé à la tête d'un État comme le Niger peut-il accuser un autre chef d'État qui a eu l'onction populaire? Ça, je ne comprends pas. C'est pour ça qu'il faut que la communauté internationale prenne ses responsabilités. Parce que ça ne peut pas continuer ainsi. Le problème, c'est que ce n'est pas lui. Bon, je peux considérer que lui et son colistier, son complice, le général Modi, je parle de Salif Modi, ils ne savent pas comment on gouverne. Ils ont délogé quelqu'un par la force. Mais le problème, c'est qu'il y a une interconnexion entre les populations et ce qu'ils font peut avoir des incidents sur les populations qui sont chez nous. Les autorités ivoiriennes ont jusque-là maîtrisé les populations ivoiriennes, mais jusqu'à quand? Parce qu'à un moment donné, même nous qui sommes à un certain niveau de regard, à un moment donné, nous sommes exaspérés, nous sommes excédés. Nous sommes excédés. Peut-être que l'État ivoirien devrait retrousser les manches, donner plus de vigueur à sa diplomatie et peut-être même à son appareil sécuritaire pour empêcher les Nigériens de continuer de parler comme ça de la Côte d'Ivoire. Il faut que la Côte d'Ivoire se fasse respecter par des mesures vigoureuses, des mesures énergétiques pour empêcher ces soldats félons de continuer de parler de notre pays de la sorte. On prie que ces prises de bec au sommet ne puissent pas atteindre les populations. Vivement cela, parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays hospitalier qui accueille des étrangers depuis mais ils peuvent être poussés à bout, les populations. On ne sait pas jusqu'à quand on pourra les contenir. On ne va pas le souhaiter. On ne le souhaite pas, on ne va même pas émettre l'idée. Eux aussi, ils ont leur dignité, ils ont leur orgueil à défendre. On ne sait jamais. De vivre en paix en Côte d'Ivoire. Sylvain Guédé-Debailly, est-ce que finalement, ce genre de sortie ne vient pas
briser le peu de confiance ou bien carrément le peu d'espoir d'une conciliation, d'une réconciliation entre ces États et puis ceux qu'ils accusent? Oui, et en même temps, il y a une sorte de bruit, une façon de brouiller les pistes aussi en faisant ce genre de déclaration qui, ma foi, manque de tact. J'ai bien aimé... C'est juste pour détourner l'attention oui, qu'il y a une telle déclaration. J'ai bien aimé le contenu du communiqué du gouvernement ivoirien où on parle des usages diplomatiques. Ça existe. Voilà. Je crois que quand on est à ce niveau de responsabilité, on peut avoir ses propres émotions, mais on pense quand même au peuple qu'on gouverne. Voilà, parce que c'est au nom de ce peuple-là que vous prenez certaines décisions. Donc, les propos que vous proférez doivent être empreints de responsabilité. Voilà. Il y a eu une attaque. Certainement qui a surpris peut-être les autorités nigériennes. Il y a cette attaque et puis après, bon, il peut y avoir des preuves, mais on peut avoir ces preuves et puis garder la tête froide quand même. Parce que quand on fait des déclarations de telle manière, à l'emporte-pièce, vous-même, vous brûlez vous-même vos propres pistes. Et puis, on est quand même dans une sous-région où, même si nous n'avons pas le même positionnement aujourd'hui, si nous ne regardons pas dans la même direction, il faut savoir que la nature a fait que nous entretenons, nous sommes voisins, et donc au moins les rapports de bon voisinage devraient permettre à ce qu'il y ait quand même du filtre dans ce qu'on dit et dans ce qu'on fait. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais pour le simple fait que vos peuples sont imbriqués, je pense que moi, pour ma part, on doit beaucoup faire attention. Et les déclarations de Tiani, moi j'attends donc la suite que le gouvernement ivoirien va donner, puisqu'il y a eu cette note de protestation qui a été transmise, même si la ministre a affiché un sourire, mais cela ne veut pas, certains ont critiqué cela, mais cela ne veut pas dire que la Côte d'Ivoire ne va pas poursuivre l'affaire, et nous attendons beaucoup du développement qui va être fait après. Je pense que nous devons tout faire pour garder au moins les bonnes relations. Voilà, les bonnes relations. Parce que moi, ça m'a surpris quand même quand on a dit l'ambassadeur du Niger a été convoqué. On a dit, ah bon, ils avaient encore un ambassadeur ici. Et on espère qu'il va rester long. La situation va s'améliorer. On ramène vraiment balade. Absolument, la diplomatie va prendre le dessus. La diplomatie doit prendre le dessus sur les velléités. Non, les différents pays ont beaucoup d'intérêts qu'ils partagent. Donc, moi, je voulais saluer d'abord rapidement la vive protestation des autorités ivoiriennes, parce qu'une telle sortie, vraiment, elle ne peut pas rester sous silence. Et la Côte d'Ivoire fait bien de réagir, de convoquer l'ambassadrice du Niger et de lui exprimer son mécontentement. Après, le reste va suivre sur le plan diplomatique. Maintenant, deuxièmement, je voulais dire que vraiment, c'est une fuite en avant. Le général Tiani se rend sur le site de l'aéroport, en plein cœur de Niamey, qui a été victime d'une attaque djihadiste. C'est-à-dire les terroristes frappent le régime nigérian en plein cœur de la capitale. C'est un symbole qui montre la faillite totale de son dispositif sécuritaire. En réalité, il perd la face devant l'opinion. Donc, qu'est-ce qu'il trouve à faire? C'est une accusation fallacieuse. Et je voulais rappeler un bouc émissaire pour essayer de détourner l'opinion, l'attention de l'opinion sur cet échec cuisant, cette humiliation qu'il vient de subir. Et je voulais rappeler qu'avant Tiani, quand il y avait le président Bazoum, 770 personnes avaient été dénombrées comme avaient été tuées par les terroristes. Mais depuis 2023 que Tiani est au pouvoir, c'est plus de 1770 personnes qui ont été tuées par les terroristes, soit le double du chiffre précédent. Tout ça montre que Tiani a pris le pouvoir, mais il est incapable de faire face à la menace terroriste. Donc voilà la vraie raison. Tout le reste n'est qu'un écran de fumée. L'habillage pour échapper, contractuels ne sont pas payés. Les enseignants contractuels ne sont pas payés. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait près de détourner l'attention de l'opinion nationale. C'est bien compris. Merci, messieurs. Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de ce numéro du Club de la Presse. Ce soir, nos échanges ont montré combien la Côte d'Ivoire traverse des enjeux multiples. Le débat reste ouvert
Archevou. Merci à nos invités pour la qualité de leurs interventions. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse. Excellente soirée sur RTI 1, la chaîne qui rassemble.